Transport, sécurité, climat social ou encore impact économique, les sujets d'inquiétude ne manquent pas à l'approche des Jeux Olympiques de Paris. Mais la France a-t-elle tout de même des raisons d'espérer, de croire au succès de cet événement planétaire? État des lieux à 10 mois du début de ces JO avec Gilles Lecoq. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste du sport, professeur de psychologie à l'Institut catholique de Paris et je signale que vous êtes le président pour encore quelques mois de la Société francophone de philosophie du sport. Alors on va parler de l'impact et des retombées possibles de ces Jeux, notamment sur la Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus pauvres de France. Mais d'abord, commençons peut-être par un tableau général. Vous, le spécialiste de la question, puisqu'on parlait de philosophie du sport, pourquoi est-ce que c'est un événement planétaire à part ? Alors pour moi, ça fait des liens avec ce que vous avez abordé au début de l'émission, sur ce que j'appellerais la diplomatie sportive. C'est-à-dire que les enjeux ne sont pas simplement des enjeux nationaux, mais au contraire, ça met en scène des enjeux en Afrique, ça met en scène des enjeux en Asie, en Europe. On a parlé de la Slovaquie, de la Pologne, de la Lettonie, etc., etc. Donc je pense que l'enjeu, ça va être de la jouer fine, si je peux me permettre. Et ça, on le joue depuis 2005. Simplement se souvenir, 2005, on pensait avoir les JO pour 2012. Les Anglais ont gagné. Merci les Anglais, bravo à eux. On en a tiré les conséquences. 2017, donc il y a un choix qui porte sur la France après Los Angeles dans 4 ans. Et je crois que ces enjeux de diplomatie sportive, c'est au quotidien quelque chose qui doit intéresser chaque personne concernée par les Jeux Olympiques. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a tout le débat sur la participation des sportifs russes. Aux dernières nouvelles, ils pourront concourir sous drapeau olympique ? Alors, aux dernières nouvelles, il y a des tractations que j'appelle diplomatiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on met en avant la personne, l'athlète ? Est-ce qu'on met en avant sa nationalité ? Est-ce qu'on met, par exemple, dans ce qu'on appelle la délégation des réfugiés ? Comment on va les caractériser ? Et on a un tas d'exemples qui montrent que le mouvement olympique est concerné par des questions qui le dépassent et qu'il ne refuse pas de prendre en compte. De prendre en compte. Alors les Jeux Olympiques, donc ce sera en France. Est-ce que le pays est prêt d'ailleurs ? Alors il y a toujours une vision pessimiste de se dire on ne sera jamais prêt. Mais ça, c'est valable pour tous les athlètes. C'est-à-dire à partir du moment où ils sont qualifiés pour une compétition, ils sont heureux d'être qualifiés, mais à un moment donné se pose la question, est-ce que je ne ferais pas mieux d'abandonner ? Est-ce que je ne ferais pas mieux de me blesser ? J'exagère un peu le trait. Je considère que là, on est dans un questionnement qui est un questionnement sain. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la peur de ne pas être prêt, mais en tout cas de considérer que depuis 2017, tout a été mis en place pour. Et si je peux me permettre de faire le lien avec la Coupe du Monde de rugby, les JO ne durent que 15 jours. Les Jeux paralympiques ne durent que 15 jours. La Coupe du Monde de rugby est un événement un peu plus... non pas plus important, mais plus long dans la durée. Ouais, la finale aura lieu le 28 octobre, voilà. Mais il y aura beaucoup moins de monde aussi. Il y aura beaucoup moins de monde. On peut considérer que là, ce n'est qu'une Coupe du Monde. Grosso modo, il y en aura 40 en même temps, sur une période de 15 jours. Donc le défi est magistral. Je pense que le COJO va le relever. Le choix de faire une cérémonie d'ouverture sur la Seine, donc sur la Seine, la rivière, est un challenge phénoménal qui donne envie à nos collègues d'autres nations de voir un petit peu de... En fait, c'est la vitrine aussi d'un pays, les Jeux Olympiques. Alors c'est la vitrine d'un pays, c'est aussi une dimension spectaculaire. Mais sans être critique, ça suppose aussi de ne jamais oublier que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont faits pour les athlètes. Et donc au-delà du spectacle, d'avoir toujours en tête, mais quelle est la place des athlètes dans cette mise en scène. Dans cette mise en scène. Alors, on va vraiment venir à la Seine-Saint-Denis, mais d'abord, tout de même, ce qui tétanise les autorités, c'est un grand mouvement de grève. D'ailleurs, les syndicalistes sont souvent interrogés sur la question. Ce serait le scénario du pire ? Selon les positions, certains se diraient c'est de bonne guerre, d'autres diraient que c'est, entre guillemets, toujours avec cette expression controversée, prendre en otage un événement. Alors je dirais, pour rester sur la métaphore de la diplomatie sportive, le scénario du pire fait partie des négociations. Bon, ça fait partie de cette culture
de rapport de force. Néanmoins, ça suppose que pour moi, il y a deux enjeux. Effectivement, les transports, qu'ils soient le plus accueillants possible, et puis aussi la sécurité, qui était aussi un élément fondamental. Et donc, le mode de déplacement de ce que j'appelle les touristes supporters et leur sécurité, c'est deux défis qui s'offrent, on va dire, à la France, au mouvement olympique, pour garantir cet événement qui est un événement magistral, qui est un événement planétaire. Mais aussi, pardonnez-moi de vous couper, que certains habitants de Seine-Saint-Denis ne pourront pas forcément aller voir. On a vu des billets à des prix faramineux, 600, 700, 800 euros, 2000 euros la cérémonie d'ouverture, il me semble. Ça, c'est quand même un sacré questionnement. Le questionnement, alors je n'ai pas prévu de parler de ça, mais j'enfonce le clou à nouveau, c'est de considérer que l'hospitalité olympique, est-ce que ça doit privilégier les personnes de la Seine-Saint-Denis ou est-ce que ça doit privilégier les personnes qui viennent de toutes les contrées, de tous les continents, et qui ont peut-être plus de moyens pour pouvoir accéder à... Parce que c'est un événement planétaire, et la question est bien à qui vont profiter les Jeux Olympiques. Alors justement, vous avez contribué au numéro de la revue Projet consacré à ces JO, un numéro qui s'appelle Paris 2024, plus vite, plus haut, plus fort, avec un point d'interrogation. C'est la devise des JO, mais là on y met un point d'interrogation. Votre article a pour titre 3 points saillants, une nouvelle ère des Jeux. C'est quoi ces 3 points saillants, d'abord en quelques mots? Alors en quelques mots, c'est le premier point saillant, c'est comment on va accompagner ce qu'on a appelé en France la génération 2024. C'est-à-dire tous ces athlètes qui, depuis 2017, ont été considérés comme des espoirs, qui seront peut-être sélectionnés, qui auront peut-être des médailles, et d'autres qui n'en auront pas. Donc ça, c'est le premier point saillant. Sportif. Je dirais sportif et prise en compte des athlètes. Par exemple, je trouve qu'au dernier championnat du monde d'athlétisme, on a eu beau jeu de dire que les résultats n'étaient pas satisfaisants. Or, il y a un indicateur, moi, qui m'intéresse, c'est de se dire que dans la délégation française, il y a 2 athlètes, un homme et une femme, qui sont en même temps des futurs médecins. C'est-à-dire qui développent un double projet. Et je crois que la vision de ce phénomène, c'est aussi considérer, est-ce qu'on veut des athlètes qui se dévouent corps et âme pour la performance, point, ou est-ce qu'on veut des athlètes qui, quelque part, sont capables d'être excellents au niveau du sport, mais aussi, quelque part, de montrer que dans un autre domaine, ils peuvent aussi être excellents. Donc, le premier point. Deuxième point, c'est peut-être en s'appuyant sur ce qui s'est passé en 2012 à Londres. Il se trouve qu'à Londres, effectivement, l'Est de Londres aussi a été, on va dire, rénové, a été vidé de ses habitants qui étaient présents et de nouvelles personnes sont arrivées. Et donc l'autre enjeu, c'est la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'elle va gagner là-dedans ? Et mon indicateur, c'est l'île Saint-Denis, qui est, je pense, l'une des plus petites communes qui doit exister en Île-de-France. Et de se dire que, par exemple, il y a deux îles au moins qui existent sur la Seine. L'île de la Cité, l'île Saint-Denis. L'île de la Cité n'a pas besoin des Jeux Olympiques pour se développer, ça va très bien pour elle, merci. Pour l'île Saint-Denis, je demande à voir comment ça va se... Le maire dit, Mohamed Gnabali dit, ce ne sera pas évident, très clairement, disons-le, il dit d'avoir des gains. Quels peuvent-ils être ces gains? Économiques et sociaux? Alors je pense qu'en termes d'infrastructure, ça peut effectivement aider cette île. Et je crois que c'est important de rappeler que en Seine-Saint-Denis, il y a une île qui existe. Donc les infrastructures vont rester? Alors les infrastructures vont rester. Toutes, peut-être pas. Par exemple, se pose la question du Stade de France. Qui aura envie, après les JO, de gérer le Stade de France, puisqu'il y a un appel d'offres qui est fait? Qui aura envie de conserver une piste d'athlétisme au niveau du Stade de France? Et là, j'attends les décideurs qui disent que l'athlétisme n'est pas, on va dire, un sport suffisamment médaillable, de se dire que si, au niveau du Stade de France, la piste d'athlétisme disparaît, pour moi, c'est un indicateur qui montre peut-être le désintérêt on va dire, des différentes structures
décisionnaire pour vraiment valoriser tous les sports et pas simplement les sports qui sont économiquement. Le troisième point. Et le troisième point, ce troisième point que j'aimerais développer, c'est alors ce qu'on appelle le sport pour tous. C'est un peu un paradoxe, à savoir que les Jeux Olympiques, c'est réservé à une élite. Et en même temps, le mouvement olympique souhaite quelque part favoriser la pratique sportive pour tous, dans une logique de santé, dans une logique de loisirs. Et je crois que l'enjeu, ça va être de pouvoir continuer ce phénomène. Avec un exemple, j'ai cité le Stade de France d'un point de vue un peu négatif. Je cite le site de Vers-sur-Marne, qui accueille des activités aquatiques. Je pense que le site de Vers-sur-Marne, sur la base régionale de loisirs qui existe, sera un excellent outil pour ceux qui voudront continuer à pratiquer des activités physiques, pas simplement dans une visée élitiste, mais aussi dans une visée de santé, de loisirs, et puis d'un vivre ensemble. Et d'accessibilité à tous et du vivre ensemble. Alors la facture, on la connaît, grosso modo, 8,7 milliards d'euros. 8,7 milliards. Les retombées, on ne les connaît pas, mais il y a des études assez optimistes qui disent quand même que ça pourrait être un gain économique non négligeable, voire même considérable. Est-ce qu'on a des pistes à ce sujet ? Alors les pistes que l'on a à ce sujet, c'est les échos que l'on a de différents instituts culturels que l'on a dans différents pays. Je parle de l'Europe principalement, mais que ce soit en Lettonie, en Bulgarie, en Tchéquie et d'autres, à savoir que les instituts culturels français qui sont dans ces pays sont sollicités pour quelque part échanger sur comment vous faites pour organiser ces Jeux Olympiques. C'est-à-dire, vu de l'extérieur, c'est considéré comme une épreuve, un challenge, et la vision pessimiste que l'on peut avoir en France intramuros est quelque part équilibrée avec une vision plus optimiste, parce qu'il y en a qui nous regardent et qui s'attendent à ce que ces jeux-là soient vraiment des jeux qui ouvrent alors à l'universel. Pour reprendre Alors, qui dit construction dit ouvrier forcément, et on le sait qu'au Qatar, ça fait beaucoup polémique. Comparaison n'est pas raison, loin s'en faut. Mais de même 130 accidents, dont 17 graves sur les chantiers olympiques. C'est ce que reconnaît l'Élysée, qui dit que c'est beaucoup moins accidentogène que la moyenne du BTP en France. On a vu aussi un sans-papier qui est mort sur un chantier. Est-ce que vous avez des garanties sur justement le respect de ces ouvriers ou pas, vous qui travaillez sur le sujet, ou est-ce qu'ils risquent d'être oubliés après ? Alors, ma première réponse, c'est en termes d'espoir, je souhaite effectivement que des garanties effectivement perdurent par rapport à ces ouvriers. Certains ont déjà gagné d'ailleurs. Oui. Leur contrat. Donc il y a une démarche, une dynamique qui est enclenchée. Sur une autre dimension, c'est aussi de rester vigilant sur comment développer effectivement ces industries du BTP qui effectivement méritent peut-être une vigilance accrue. Alors je ne suis pas spécialiste du BTP, mais j'ose espérer que l'intelligence artificielle telle qu'on la conçoit peut être aussi un apport pour de nouvelles constructions. Mais que vont devenir ces ouvriers par rapport à ça? Donc il y a une vigilance. Je précise d'ailleurs que le décès que je viens d'évoquer, ce n'est pas sur la société, en tout cas le dispositif officiel mis en place par la France. Merci beaucoup Gilles Lecoq d'avoir été notre invité. Merci pour votre éclairage.